Tu n'es qu'une bonne ici, a chuchoté ma belle-mère en me tendant ce lourd plateau d'argent. Elle souriait, de ce sourire venimeux que je ne connaissais que trop bien. Autour de nous, le tintement des verres en cristal et les rires de la haute société lyonnaise masquaient mon humiliation. Je n'ai rien dit. J'ai pris le plateau. J'ai servi. J'ai laissé mon père détourner le regard, lâche comme toujours. J'ai laissé ma sœur, Élodie, se moquer de moi avec ses amis, drapée dans sa robe Dior hors de prix. Ils pensaient tous avoir gagné. Ils pensaient que j'étais revenue la queue entre les jambes, brisée par la vie parisienne. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'homme qui venait de franchir la porte, le général Lazare, l'homme le plus puissant de l'armée française ce soir-là, n'était pas venu pour eux. Il était venu pour moi. Et quand il s'est incliné devant la servante, en disant « Mes respects, madame la directrice », le silence qui a suivi a été le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Mais avant d'en arriver à ce moment de justice pure, il faut que je vous raconte comment tout a commencé, sur cette route solitaire vers l'enfer de mon enfance. Avant de plonger dans cette histoire de trahison et de revanche, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous? J'adore imaginer ma voix voyager jusqu'à vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Le moteur de la Peugeot 308 de location ronronnait doucement sur l'autoroute A6, avalant les kilomètres de bitume gris sous un ciel de plomb. La pluie battait contre le pare-brise, rythmant mes pensées chaotiques. Paris était loin derrière moi, à plus de 4 heures de route, mais l'anxiété, elle, voyageait à la vitesse de la lumière. Sur le siège passager, mon téléphone vibra une nouvelle fois. L'écran afficha « Papa ». Je ne décrochais pas. Je préférais écouter, pour la 100e fois peut-être, le message vocal qu'il m'avait laissé la veille. Sa voix, autrefois si autoritaire, semblait aujourd'hui teintée d'une urgence pathétique. « Gwenaël, c'est ton père. Écoute, je sais qu'on ne s'est pas parlé depuis longtemps. Mais c'est le 40e anniversaire de Rochefort Bio. Nous allons signer le contrat du siècle avec le ministère de la Défense. Le général Lazare a exigé de rencontrer toute la famille avant la signature. C'est une question de protocole, de valeur familiale, tu comprends? J'ai besoin que tu sois là. Ne me fais pas honte. Ghislaine est d'accord pour que tu viennes. Sois à la maison à 17h demain. Au revoir. Ghislaine est d'accord. Cette phrase résonnait dans ma tête comme une insulte. Comme si j'avais besoin de la permission de cette femme pour franchir le seuil de la maison où j'avais grandi, la maison que ma mère biologique avait décorée avec tant d'amour avant de mourir tragiquement quand j'avais 8 ans. Cela faisait 8 ans que je n'étais pas retournée à Écully, cette banlieue huppée de Lyon où les portails en fer forgé cachent des secrets aussi sombres que les fortunes qui les protègent. 8 ans depuis le jour où j'avais claqué la porte, à 26 ans, refusant de falsifier des résultats d'essais cliniques pour un nouveau sirop contre la toux. Je me souvenais encore des mots de mon père ce soir-là. Tu es trop idéaliste, Gwenaël. Tu ne survivras jamais dans le monde réel. Si tu passes cette porte, ne reviens pas pleurer quand tu auras échoué. J'avais échoué? J'ai laissé échapper un rire bref, sans joie. Si seulement il savait. Je sortis de l'autoroute, le paysage changeant progressivement. Les barres d'immeubles laissaient place à des collines verdoyantes, puis à des allées bordées de platanes centenaires. Le GPS indiquait « Arriver dans 5 minutes ». Mon cœur se serra, non pas de nostalgie, mais d'une appréhension glaciale. Je n'étais plus la jeune fille impulsive et blessée d'autrefois. J'étais Gwenaël Rochefort, 34 ans, directrice de l'audit et de l'inspection à l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM. J'avais le pouvoir de fermer des usines, de retirer des produits du marché, de briser des carrières construites sur le mensonge. Mais pour eux, je n'étais rien. Et c'est exactement ce que je voulais qu'ils croient. Je garai la voiture devant l'immense portail noir. La caméra de sécurité pivota vers moi avec un bruit mécanique. Le portail s'ouvrit lentement, comme une bouche prête à m'avaler. L'allée de gravier crissa sous les pneus. La demeure familiale se dressait là, imposante, avec sa façade en pierre dorée typique de la région, ses volets clos et cette atmosphère d'austérité qui m'avait toujours étouffé. Je coupai le moteur. Le silence tomba, lourd et oppressant.
Je vérifiai mon maquillage dans le rétroviseur, impeccable, discret, professionnel. Je lissai ma veste de tailleur bleu marine. J'étais prête. Prête à entrer dans la fosse aux lions. Prête à jouer le rôle qu'il m'avait assigné pour mieux renverser la table. Je sortis de la voiture, et le vent froid de novembre me gifla le visage. C'était le même vent qu'il y a 8 ans. Mais cette fois, je ne tremblerai pas. Je n'ai pas eu besoin de sonner. La lourde porte d'entrée en chêne massif s'est ouverte avant même que je n'atteigne la première marche du perron. Ce n'était pas mon père. C'était elle. Ghislaine. À 56 ans, ma belle-mère n'avait rien perdu de sa beauté froide, entretenue à coups de botox et de séjours en thalassothérapie à Biarritz. Elle portait une tenue d'intérieur en soie crème qui devait coûter plus cher que ma voiture de location. Ses yeux verts me scannèrent de la tête aux pieds, s'attardant avec dédain sur mes chaussures plates pratiques pour conduire et mon sac à main fonctionnel. « Tu es en retard de 3 minutes, dit-elle sans un bonjour. Le trafic sur le tunnel de Fourvière est toujours imprévisible, répondis-je d'un ton neutre, ignorant volontairement son hostilité. Bonjour, Ghislaine. Elle s'écarta à peine pour me laisser entrer. L'odeur du hall m'assaillit instantanément, un mélange de cire d'abeille, de fleurs fraîches délices, l'odeur des funérailles, pensais-je toujours et de ce parfum capiteux qu'elle portait depuis des décennies. Rien n'avait changé. Les mêmes tableaux de chasse au mur, le même lustre en cristal qui semblait nous juger de haut. Ton père est dans son bureau, il règle les derniers détails avec les avocats, lâcha-t-elle en refermant la porte. Il espère que tu ne vas pas tout gâcher avec tes principes moralisateurs. Je suis ici à sa demande, Ghislaine. À sa demande? PFF. Elle eut un petit rire méprisant. Il est sentimental, c'est sa faiblesse. Moi, je t'aurais laissé pourrir dans ton petit appartement parisien. D'ailleurs, c'est quoi cette tenue? On dirait une contrôleuse des impôts ou une secrétaire de mairie. Tu n'as pas une robe décente? Je sentis la colère monter, une boule chaude dans ma gorge, mais je l'avalai. C'est ma tenue de travail. Je n'ai pas eu le temps de me changer. Travail? Si on peut appeler ça un travail. Gratter du papier pour l'administration. Enfin, passons. Un bruit de talons claquant sur le marbre de l'escalier attira notre attention. Je levai les yeux. Élodie descendait les marches comme si elle était sur un podium de la Fashion Week. Ma demi-sœur, de 7 ans ma cadette, était l'opposé exact de moi. Blonde comme sa mère, maquillée à la perfection, elle portait une robe de cocktail rouge vif, signée Dior sans aucun doute, qui moulait ses formes de manière provocante mais calculée. À son cou brillait un collier de diamants qui aurait pu nourrir une famille pendant 10 ans. « Gwenaëlle !» s'écria-t-elle avec une fausse joie stridente, ouvrant les bras comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Elle m'embrassa sur les 2 joues, sans me toucher vraiment, une bise aérienne, pour ne pas abîmer son fond de teint. Elle empestait le parfum sucré et l'argent facile. « Regarde-toi. Tu as l'air fatigué, dit-elle en reculant d'un pas pour m'examiner. Les cernes, ça ne pardonne pas à ton âge. La vie parisienne est dure, hein? Je travaille beaucoup, Élodie. Tout le monde n'a pas la chance d'être directrice de projet dans l'entreprise de papa à 27 ans. Son sourire se figea une fraction de seconde, puis elle rit, un rire cristallin et vide. Jalousie, jalousie. C'est un vilain défaut, grande sœur. Mais tu sais, diriger le projet, AEJ, pour l'armée demande un talent particulier. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, elle attrapa son sac à main posé sur la console, un petit sac matelassé avec un logo doré. Tu aimes? C'est le dernier modèle. 5 000 €. Je me suis fait un petit plaisir pour fêter le contrat. J'imagine que ça représente, quoi? 3 ou 4 mois de ton salaire de fonctionnaire? Probablement, répondis-je calmement. C'est un très beau sac. Très, voyant. C'est le but, chérie. Le succès, ça se montre. Ghislaine s'approcha de sa fille et lui arrangea une mèche de cheveux avec une tendresse qu'elle ne m'avait jamais témoignée en 20 ans. Laisse ta sœur tranquille, Élodie. Elle a fait ses choix. Des choix médiocres, certes, mais ce sont les siens. Allez, les invités vont arriver d'une minute à l'autre.
Le traiteur est en place? Oui maman, tout est parfait. Sauf. Élodie jeta un regard en coin vers moi, un regard complice et malveillant échangé avec sa mère. Je sentis mes poils se hérisser. Le piège était en train de se refermer, et je ne savais pas encore quelle forme il allait prendre. Sauf quoi? Demandai-je, sur mes gardes. Oh, rien d'important, dit Ghislaine en lissant sa robe de soie. Juste un petit souci logistique. Mais puisque tu es là, tu vas pouvoir te rendre utile pour une fois. Elle me fit signe de la suivre vers le grand salon, où les premiers serveurs en livrée blanche s'affairaient. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension qui n'avait rien à voir avec la fête. C'était le calme avant la tempête, et j'étais au centre de l'œil du cyclone. Le grand salon de la résidence Rochefort était une démonstration obscène de richesse. Des lustres en cristal de baccarat projetaient une lumière dorée sur les boiseries anciennes. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi dans un coin, tandis que des serveurs disposaient des petits fours au caviar sur des plateaux d'argent. Tout ici criait « réussite, pouvoir, argent ». Ghislaine m'entraîna vers l'office, une petite pièce adjacente à la cuisine, à l'abri des regards. Dès que la porte se referma, son masque de politesse tomba complètement. « On a un problème », dit-elle sèchement. 2 serveurs sont malades. Une intoxication alimentaire, paraît-il. Il nous manque du personnel pour le service du champagne. Je la regardai, incrédule. Et alors? Appelle l'agence d'intérim. Trop tard. Les invités sont déjà à la grille. Elle se tourna vers un chariot où étaient alignés des plateaux chargés de flûtes de champagne. Elle en saisit un, lourd, brillant, et me le tendit. Tiens. Je restai les bras ballants, refusant de comprendre. Pardon? Tu es sourde ou quoi? Prends ce plateau. Tu vas faire le service. Le temps sembla se suspendre. Je fixai le plateau, puis le visage de ma belle-mère. Ses yeux pétillaient d'une méchanceté pure, jouissive. Tu plaisantes, j'espère. Je suis la fille d'Amaury Rochefort. Je suis invitée à cette soirée. Je ne suis pas ton employé. Tu es la fille qui a renié cette famille. Siffla-t-elle, son visage s'approchant du mien comme un cobra. Tu vis au crochet de l'État, tu n'as rien construit, rien apporté à cette maison. Ce soir, nous recevons l'élite de la nation. Ton père a besoin que tout soit parfait. Si tu veux manger à notre table, tu dois mériter ta place. Rends-toi utile. Fais ce pourquoi tu sembles faite, servir les autres. La porte de l'office s'ouvrit. Mon père entra. Amaury Rochefort, 64 ans, toujours aussi élégant dans son smoking sur mesure, mais le visage marqué par le stress. Il nous vit le plateau entre nous, et comprit instantanément. Papa, commençai-je, cherchant un soutien. Il détourna le regard. Il ajusta ses boutons de manchette, mal à l'aise. Gwenaël, s'il te plaît. Ne fais pas d'esclandre. Ghislaine est très stressée. C'est juste pour le début de la soirée. Aide-nous. Pour l'honneur de la famille. L'honneur de la famille. Cette phrase avait été le verrou de ma prison pendant toute mon adolescence. Mon père, cet homme que j'avais tant admiré enfant, n'était qu'un poltron manipulé par sa femme. Il préférait sacrifier la dignité de sa fille aînée plutôt que d'affronter une dispute avec Ghislaine. J'aurais dû jeter le plateau par terre. J'aurais dû hurler, briser le cristal, et partir en claquant la porte. Mais quelque chose m'a retenu. Une curiosité froide. Une envie de voir jusqu'où il pouvait descendre. Et surtout, je savais ce qui allait se passer le lendemain matin à l'usine. J'avais les cartes en main. Je pouvais me permettre de perdre cette manche pour mieux gagner la guerre. Très bien, dis-je doucement. Je pris le plateau. Il était lourd. Ghislaine eut un sourire triomphant, presque orgasmique. Voilà. Enfin à ta place. Et essaie de sourire, tu fais peur aux enfants. Je sortis dans le grand salon. Les invités commençaient à affluer. Des hommes d'affaires ventripotents, des femmes au visage tiré par la chirurgie, des officiers en uniforme d'apparat. Je circulais parmi eux, proposant du champagne. Champagne, monsieur? Champagne, madame?
Certains me prenaient un verre sans me regarder, comme si j'étais un meuble. D'autres, les amis de la famille qui me reconnaissaient, se figeaient. « C'est Gwenaëlle ?» chuchota une femme à l'oreille de son mari. « La fille aînée ? Mon Dieu, je croyais qu'elle était avocate ou médecin. Apparemment, elle a tout raté. Quelle honte pour Amaury. Regarde-la, elle serre les verres comme une boniche. » Je les entendais. Chaque mot était une petite aiguille plantée dans ma fierté. Mais je gardais la tête haute. Mon sourire était un masque de porcelaine. Élodie passait près de moi, un verre de vin à la main, entourée d'un groupe de jeunes héritiers lyonnais. Elle me fit un signe de la main, m'appelant comme on appelle un chien. « Garçon !»« Enfin, fille !» s'écria-t-elle en riant. « Mes amis ont soif. » Le groupe s'esclaffa. Je m'approchai. Élodie prit une flûte, renversa accidentellement quelques gouttes sur ma veste. Oups. Désolée. Mais bon, ce n'est pas comme si c'était de la haute couture, hein? Ça partira au lavage. Je la regardai droit dans les yeux. Au fond de ses pupilles, je vis une lueur de peur. Elle savait qu'elle allait trop loin, mais l'ivresse du pouvoir la grisait. « Profite bien de ta soirée, Élodie », murmurai-je pour qu'elle seule entende. « Le réveil sera brutal. »« Tais-toi et serre », siffla-t-elle. « Tu n'es qu'une servante ici. Je fais une pause ici. Mettez-vous à ma place un instant. Si votre propre famille vous traitait ainsi devant tout le monde, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous jeté le plateau? Auriez-vous pleuré? Ou auriez-vous fait comme moi, attendant l'heure de la vengeance? Dites-le moi dans les commentaires, je lis tout le monde. C'est alors que le brouhaha de la salle s'est tu brusquement. Les conversations se sont arrêtées net. La grande porte s'est ouverte à deux battants. Le moment que mon père attendait, le moment pour lequel j'avais été humilié, était arrivé. Mais le scénario allait être réécrit. Le silence qui tomba sur la salle de réception n'était pas un silence ordinaire. C'était un silence respectueux, presque craintif, celui qu'impose l'autorité suprême. Dans l'encadrement de la porte se tenait le général de corps d'armée Lazare. À 62 ans, cet homme était une légende vivante. Grand, sec, les cheveux gris coupés en brosse militaire, il portait son uniforme de gala bardé de décorations avec une aisance naturelle. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour être écouté, ni de faire de grands gestes pour être obéi. Son regard d'acier balaya la pièce comme un radar scrutant un champ de bataille. Derrière lui se tenaient deux colonels, raides comme des piquets, portant des mallettes sécurisées. C'était clair, ce n'était pas une visite de courtoisie, c'était une mission. Mon père, Amaury, se précipita vers lui avec une obséquiosité qui me donna la nausée. Il transpirait visiblement. Ghislaine le suivait de près, ajustant son décolleté, un sourire mielleux plaqué sur le visage. Élodie se fraya un chemin à travers la foule, jouant des coudes pour être au premier rang. « Mon général ! Quel honneur !» balbutia mon père en tendant la main. « Bienvenue à la maison Rochefort. Nous sommes infiniment touchés que vous ayez accepté notre invitation. » Le général Lazare serra la main de mon père brièvement, sans chaleur. « Monsieur Rochefort. Le ministère prend ce contrat très au sérieux. Je voulais voir de mes propres yeux les gens à qui nous allons confier la santé de nos soldats. »« Absolument, absolument », s'écria Ghislaine en s'immisçant. « Permettez-moi de vous présenter notre fierté, notre fille, Élodie. C'est elle qui dirige le projet AEJ. Une tête brillante. » Élodie s'avança, faisant une petite révérence ridicule, battant des cils. « Enchantée, mon général. J'ai tellement entendu parler de vos exploits. C'est un privilège de travailler pour vous. » Elle lui tendit sa main manucurée, s'attendant à un baisement. Le général la regarda, puis regarda sa main, mais ne la prit pas. Son attention était ailleurs. Ses yeux s'étaient plissés. Il regardait par-dessus l'épaule d'Élodie, vers le fond de la salle. Vers l'ombre. Vers moi. Je me tenais près d'une colonne, le plateau toujours à la main, essayant de me fondre dans le décor. Mais le regard du général Lazare me transperça. Une lueur de reconnaissance, puis de surprise, et enfin d'un profond respect illumina son visage austère.
Il ignora totalement Élodie, laissant sa main suspendue dans le vide d'une humiliation délicieuse. Il écarta doucement mon père de son chemin et traversa la salle à grandes enjambées. La foule s'écarta comme la mer Rouge devant Moïse. Tous les regards convergèrent vers moi. Je sentis le poids de centaines d'yeux. Ghislaine était livide. Amaury avait la bouche ouverte. Le général s'arrêta à 1 mètre de moi. Il claqua les talons. Le bruit résonna sur le parquet. Il se mit au garde-à-vous, un salut militaire impeccable. « C'est un honneur de vous revoir », dit-il d'une voix forte et claire. Le temps s'arrêta. J'entendis quelqu'un laisser tomber une fourchette. « Mon général », répondis-je calmement, en inclinant légèrement la tête. « Je ne savais pas que vous supervisiez personnellement ce dossier », continua-t-il. « Je pensais que vous pilotiez les opérations depuis le ministère à Paris. C'est une excellente surprise. Avec vous aux commandes de l'audit, je sais que mes hommes ne risquent rien. » Il tendit la main, non pas pour prendre une coupe de champagne, mais pour serrer la mienne. « Mes respects, madame la directrice. » Un murmure parcourut la salle comme une onde de choc. « Directrice ? Ministère ? Audit ?» Les mots volaient de bouche en bouche. Je regardais le plateau dans ma main gauche, puis la main tendue du général. Je ne pouvais pas lui serrer la main avec ce fardeau. Je me tournai alors vers la personne la plus proche. C'était Élodie, qui nous avait suivis, tremblante de rage et de confusion. Je lui tendis le plateau. « Tiens, Élodie, dis-je d'une voix assez forte pour être entendue de tous. Prends ça. » Elle refusa de bouger. « Quoi ?» bafouilla-t-elle. « Prends ce plateau, répétai-je plus fermement. Le général attend. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, chacun doit être à sa place. Une directrice de l'État ne fait pas le service. » Mécaniquement, sous le choc, elle prit le plateau. Le poids sembla l'écraser. Je me libérai les mains, lissai ma veste, et serrai fermement la main du général Lazare. « Le plaisir est pour moi, général. Et détrompez-vous, je ne suis pas ici pour superviser le dîner. Je suis ici parce que demain matin, à 8 heures précises, je lance une inspection fédérale complète de l'usine Rochefort-Bio. Et croyez-moi, nous allons tout vérifier. » Je me tournai vers ma famille. Ghislaine s'agrippait au bras d'Amaury pour ne pas tomber. Mon père me regardait comme s'il voyait un fantôme, ou pire, un juge d'instruction. Quant à Élodie, elle se tenait là, avec son plateau et sa robe Dior, ressemblant à la plus chère des serveuses du monde. « Bonne soirée à tous », lançai-je. « Profitez du champagne. Demain, la fête sera finie. » La réception n'a pas duré longtemps après ça. L'ambiance était morte, tuée par ma révélation. Les invités, sentant l'odeur du scandale, s'étaient éclipsés les uns après les autres, prétextant des urgences matinales. Le général Lazare, après m'avoir glissé quelques mots sur ses inquiétudes concernant les délais de livraison, était parti en me laissant carte blanche. 1 heure plus tard, je me trouvais dans le bureau de mon père. Ce sanctuaire de cuir et d'acajou où, enfant, je venais jouer, était devenu un tribunal. Amaury était assis derrière son immense bureau, la tête entre les mains. Ghislaine faisait les 100 pas, un verre de cognac à la main, ses mains tremblant de rage. Élodie pleurait silencieusement sur le canapé, plus humiliée par le fait d'avoir tenu un plateau que par la menace qui pesait sur l'entreprise. « Tu nous as piégés », hurla soudain Ghislaine en se tournant vers moi. « Tu as prémédité tout ça. Tu savais que le général viendrait, tu savais qu'il te reconnaîtrait. Tu voulais nous détruire en public. » Je restai debout, adossé à la bibliothèque, les bras croisés. « Je n'ai rien prémédité, Ghislaine. C'est toi qui m'as mis ce plateau dans les mains. C'est toi qui as voulu m'humilier. Le karma a juste un sens de l'humour très particulier. » Mon père leva la tête. Ses yeux étaient rouges. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Gwenaëlle ? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais devenue, ça ? Une directrice au ministère ? Je croyais que tu vivotais, que tu étais assistante ou je ne sais quoi. Parce que tu n'as jamais demandé, papa. » Je répondis doucement, mais chaque mot était tranchant. Depuis 8 ans, nos conversations quand il y en a durent moins de 3 minutes. Tu ne m'écoutes pas. Tu écoutes Ghislaine qui te dit que je suis une ratée.
Tu écoutes Élodie qui invente des histoires sur ma vie misérable pour se sentir supérieure. La vérité, c'est que j'ai gravi les échelons par moi-même. Sans ton nom. Sans ton argent. J'ai passé des concours, j'ai travaillé nuit et jour. Je suis devenue l'une des meilleures expertes en régulation pharmaceutique de ce pays. Et tu utilises ce pouvoir contre ta propre famille? Cracha Élodie, relevant sa tête maquillée de rimel coulé. Tu es venue pour te venger parce que papa m'a donné le poste que tu voulais. Je la regardais avec pitié. Tu ne comprends rien, Élodie. Je ne voulais pas ton poste. Je ne voulais pas de cette entreprise bâtie sur des compromis moraux. Je suis ici parce que mon service a reçu des signalements anonymes. Des irrégularités dans les rapports de qualité du projet AEJ. Le silence tomba dans la pièce. Un silence lourd, épais. Amaury blêmit visiblement. Ghislaine cessa de marcher. Élodie se figea. Des signalements? Balbutia mon père. C'est impossible. Tout est aux normes. Nous avons les meilleurs ingénieurs. C'est ce que nous verrons demain, dis-je. L'audit commence à 8 heures. Et je vous préviens, je ne serai pas votre fille, ni ta sœur. Je serai l'inspectrice de l'État. S'il y a la moindre faille, le moindre danger pour nos soldats, je ferme l'usine. Contrat ou pas contrat. Ghislaine s'approcha de mon père, posant une main possessive sur son épaule. Amaury, fais quelque chose. Elle délire. Elle veut juste nous faire chanter. C'est une petite jalouse aigrie qui ne supporte pas notre réussite. Amaury me regarda, un mélange de supplication et de colère dans le regard. Gwenaëlle. Tu ne peux pas faire ça. Ce contrat, c'est la survie de Rochefort Bio. Si on le perd, on fait faillite. Pense à l'héritage de ton grand-père. Pense à moi. Je me décollai de la bibliothèque et me dirigeai vers la porte. J'y pense, papa. J'y pense plus que tu ne le crois. C'est pour ça que je serai impitoyable. Je sortis sans me retourner, laissant derrière moi une famille au bord de l'implosion. Je savais que la nuit serait longue pour eux. Mais pour moi, elle ne faisait que commencer. J'avais besoin de repos, car le lendemain, je n'allais pas seulement auditer des comptes ou des machines. J'allais disséquer les mensonges qui avaient empoisonné ma vie. Le lendemain matin, le ciel de Lyon était d'un bleu glacial, lavé par la pluie de la veille. À 7h55, je garai ma voiture devant l'entrée principale de l'usine Rochefort Bio, située dans la zone industrielle de Saint-Priest. Cette fois, je n'étais pas seul. 2 inspecteurs de mon équipe, arrivés de Paris par le premier TGV, m'accompagnaient. Ils portaient des mallettes remplies d'équipements de mesure et de scellés officiels. L'usine était un complexe moderne de verre et d'acier, symbole de la puissance que mon père avait bâtie. Mais en m'approchant des tourniquets de sécurité, je sentis immédiatement l'hostilité. Mes 2 collègues passèrent leur badge. Le voyant vert s'alluma. Je passai le mien. Rouge. Un bip strident résonna. Je réessayai. Rouge encore. Il doit y avoir une erreur, dit l'un de mes inspecteurs. Non, dis-je calmement. Ce n'est pas une erreur. C'est un message. Derrière la vitre blindée du poste de garde, le chef de la sécurité, un ancien gendarme que je connaissais, détournait le regard. Il avait reçu des ordres. Élodie était là, debout dans le hall, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. Elle portait sa blouse blanche de directrice comme un déguisement. Elle s'approcha de l'interphone. Désolée, madame l'inspectrice. Problème informatique. Votre accréditation n'est pas reconnue par notre système interne. Vous allez devoir remplir une demande visiteur et attendre l'escorte. Ça peut prendre 1 heure ou 2. C'était mesquin. C'était enfantin. C'était du Élodie tout craché. Elle essayait de me faire poireauter dehors, dans le froid, pour montrer à ses employés qui était la patronne. Je sortis mon téléphone et composai un numéro. Pas celui de mon père. Celui de la préfecture de police de Lyon. Allô? Ici Gwenaëlle Rochefort, directrice de l'ANSM. Je suis face à une entrave à une inspection fédérale sur un site de défense sensible. Je requiers l'assistance immédiate d'une patrouille pour forcer l'accès.
Oui, je patiente. Je raccrochai et collai mon téléphone contre la vitre pour qu'Élodie puisse voir l'écran. Son sourire s'effaça. Elle savait que si la police débarquait, c'était un motif de résiliation immédiate du contrat militaire. 10 secondes plus tard, le tourniquet se débloqua avec un claquement sec. Le voyant passa au vert. J'entrai dans le hall, mes talons résonnant sur le carrelage. Je passai devant Élodie sans m'arrêter. Sage décision, dis-je. La prochaine fois, je fais menotter le responsable de la sécurité. Nous nous dirigeâmes vers les vestiaires pour enfiler les tenues stériles. C'est là, dans le couloir menant à la zone de production, qu'un jeune homme me heurta presque. Il portait des lunettes épaisses et tenait une pile de dossiers serrés contre sa poitrine comme un bouclier. « Pardon, pardon. » bafouilla-t-il. Je reconnus son badge. Basile. Ingénieur contrôle qualité. J'avais vu son nom sur les organigrammes. C'était lui qui avait signé les rapports techniques, mais sa signature semblait toujours hésitante, petite, comme s'il avait peur de laisser une trace. Il me regarda, et ses yeux s'agrandirent derrière ses verres. « Vous êtes Gwenaël Rochefort? La légende de la fac de pharma ?» Je souris légèrement. Légende, c'est beaucoup dire. Bonjour Basile. Il regarda autour de lui, vérifiant qu'il n'y avait pas de caméra ou de collègues proches. Il s'approcha d'un pas, baissant la voix à un murmure. Madame, je sais pourquoi vous êtes là. Faites attention au stock C. Ils l'ont renommé « zone de quarantaine » hier soir. Mais ce n'est pas une quarantaine. C'est une cachette. Avant que je puisse répondre, il détala comme un lapin effrayé. Le stock C. Mon cœur fit un bond. J'avais ma première piste. Et elle venait de l'intérieur. Quelqu'un ici avait encore une conscience, et c'était peut-être la clé pour faire tomber le château de cartes de ma famille. L'inspection dura toute la matinée. Nous avons épluché les registres, vérifié les températures des cuves, interrogé les techniciens. Tout semblait trop parfait. Les sols brillaient, les machines ronronnaient, les dossiers étaient alignés au millimètre. C'était une mise en scène. On avait nettoyé la scène de crime avant l'arrivée de la police. Vers midi, Élodie vint me trouver dans la salle de réunion que nous avions réquisitionnée. Elle avait changé d'attitude. Fini l'arrogance, place à la séduction mielleuse. « Gwenaël, tu dois être épuisée, » dit-elle en posant 2 gobelets de café fumant sur la table. Faisons une pause. Juste entre sœurs. Je fis signe à mes collègues de sortir déjeuner. Je voulais voir ce qu'elle manigançait. Je ne bois pas le café de l'entreprise, dis-je en repoussant le gobelet. Qu'est-ce que tu veux, Élodie? Elle s'assit en face de moi, croisant ses jambes gainées de soie. Je veux qu'on arrête cette comédie. Je sais que tu es en colère pour hier soir. Maman a été maladroite. Mais tu as eu ta revanche, non? Le général t'a salué, tu nous as fait peur. Bravo. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses? Les choses sérieuses, c'est la sécurité de ce médicament, Élodie. L'AEJ est un antibiotique de dernière génération destiné aux zones de guerre. S'il est défaillant, des soldats mourront d'infection. Elle soupira, levant les yeux au ciel comme si je parlais de la météo. Toujours aussi dramatique. Le produit est bon. On a juste eu quelques soucis d'approvisionnement sur un excipient. On a dû improviser. C'est du business, Gwen. Tu sais combien coûte la matière première certifiée? Une fortune. Si on veut marger, il faut être malin. Improviser. Le mot me glaça le sang. En pharmacologie, on n'improvise pas. On suit des protocoles. Qu'est-ce que tu as remplacé? Demandai-je, ma voix blanche. Oh, des détails techniques. Rien de dangereux. Écoute. Elle se pencha en avant, baissant la voix sur un ton de conspiratrice. Elle glissa sa main dans son sac à main et en sortit une enveloppe épaisse, Kraft, sans inscription. Elle la fit glisser sur la table vers moi. Papa veut que tu aies ça. C'est un acompte. Il y a 50 000 € en liquide. Considère ça comme un remboursement pour toutes ces années où on ne t'a pas aidé. Il y en aura 2 fois plus une fois le contrat signé.
Je regardais l'enveloppe. C'était grotesque. C'était insultant. Mais c'était surtout la preuve que j'attendais. Ils étaient désespérés. Tu essaies de m'acheter? Demandai-je. Moi? Tout le monde a un prix, Gwen. Tu vis dans un clapier à Paris. Tu conduis une voiture de location bas de gamme. Avec ça, tu pourrais t'acheter un bel appartement. Tu pourrais exister. Allez, prends-le. Oublie le stock C. Signe le rapport de conformité et retourne à ta petite vie. On oubliera tout ça. Je sentis une vague de dégoût me submerger. Pas seulement pour l'acte de corruption, mais pour la pitié qu'elle pensait me témoigner. Elle pensait sincèrement que l'argent était la seule mesure du succès. Je tendis la main vers mon sac à main, posé au sol. Tu as raison, Élodie. Tout le monde a un prix. Ses yeux s'illuminèrent. Elle crut avoir gagné. Je savais que tu étais intelligente au fond. Je sortis mon téléphone de mon sac. L'écran était allumé. L'application, dictaphone, tournait depuis qu'elle était entrée. Le spectre rouge de l'enregistrement oscillait. Je posai le téléphone sur la table, à côté de l'enveloppe. Mon prix, c'est la vérité. Et tu viens de me la donner gratuitement. Le visage d'Élodie se décomposa. Elle devint blanche comme un linge, puis rouge de fureur. Elle se leva brusquement, renversant sa chaise. Espèce de... Tu m'as enregistré? C'est illégal. C'est une preuve dans le cadre d'une enquête fédérale sur une tentative de corruption d'agents publics. Tu viens d'ajouter 5 ans de prison potentielle à ton dossier, petite sœur. Elle attrapa l'enveloppe pour la reprendre, mais je posai ma main dessus. Ah non. Pièce à conviction. Elle recula, tremblante. Tu vas le regretter. Maman ne te laissera pas faire. Tu ne sortiras pas d'ici avec ça. Elle sortit en claquant la porte. Je restai seule dans la salle de réunion, le cœur battant à tout rompre. J'avais gagné une bataille, mais la guerre devenait dangereuse. Ils savaient que je savais. Et des gens comme Ghislaine et Élodie, acculés, sont capables de tout. Je devais trouver ce qu'il y avait dans ce maudit stock C avant qu'il ne le fasse disparaître. Et pour ça, j'avais besoin de Basile. La nuit était tombée sur la zone industrielle, transformant l'usine en une forteresse d'ombre et de lumières artificielles. Officiellement, j'étais rentrée à mon hôtel. Officieusement, j'étais garée à 2 rues de là, dans une voiture banalisée, attendant le signal de Basile. À 23h15, mon téléphone vibra. Un simple emoji, cercle vert. Je sortis de la voiture, capuche sur la tête, et me faufilai vers l'entrée de service, près des quais de chargement. La porte s'entr'ouvrit. Basile était là, pâle, nerveux, tenant une lampe torche. « Vous êtes folle de revenir, chuchota-t-il. S'il nous attrape? S'il ne nous attrape pas, des soldats vont mourir, Basile. Où est le stock C? Il me guida à travers le labyrinthe des couloirs obscurs. L'usine, silencieuse la nuit, ressemblait au ventre d'une bête endormie. Nous arrivâmes devant une porte métallique scellée par un cadenas électronique. Je n'ai pas le code, dit Basile. Seule Élodie et le chef de la sécurité l'ont. Je sortis mon passe-partout numérique, un outil réservé aux inspecteurs de haut niveau. Je le branchai sur le port de maintenance du boîtier. Quelques secondes de déchiffrage, un bip, et la lumière passa au vert. L'État a aussi ses petits gadgets, dis-je avec un clin d'œil. Nous entrâmes. L'odeur me frappa immédiatement. Ce n'était pas l'odeur stérile et propre d'un laboratoire pharmaceutique. Ça sentait la poussière, le plâtre, la craie. Basile braqua sa lampe sur les rangées de fûts bleus empilés jusqu'au plafond. Il n'y avait aucune étiquette officielle, juste des codes barres griffonnés au marqueur. Je m'approchai d'un fût. Je sortis un couteau suisse et forçai le couvercle. Une poudre blanche, fine, volatile, apparut. « C'est quoi ?» demandai-je. Basile tremblait. Il sortit une spatule, préleva un peu de poudre et la déposa dans un tube à essai qu'il avait apporté, contenant un réactif liquide. Il secoua. Le liquide vira au marron boueux. Merde, souffla-t-il. C'est du talc industriel.
Du talc mélangé à de l'amidon. Je restais figé. Attends. Tu veux dire que c'est un excipient de mauvaise qualité? Non, madame. Je veux dire que c'est le principe actif. Ils ont remplacé 40% de la ceftazidime, l'antibiotique qui coûte 2000 € le kilo, par cette saleté qui coûte 2 € le kilo. Je dus m'appuyer contre le fût pour ne pas tomber. L'ampleur de l'arnaque me donnait le vertige. Ce n'était pas juste de la cupidité. C'était un crime. En diluant l'antibiotique, il rendait le médicament inefficace contre les infections graves. Sur un champ de bataille, une blessure par balle infectée traitée avec ça, c'était la gangrène assurée. La mort. Il tue des gens pour de l'argent, murmurai-je. J'ai fait les calculs, dit Basile, la voix brisée. Ça leur économise environ 5 millions d'euros par an. Assez pour combler les dettes de jeu d'Élodie et financer les villas de Madame Ghislaine. Je sortis mon téléphone pour prendre des photos, filmer les fuites, les tests de Basile. J'avais besoin de tout documenter. Soudain, une alarme retentit. Pas une sirène d'incendie, mais une alarme d'intrusion. Des lumières rouges se mirent à clignoter. Ils savent qu'on est là, cria Basile. Les caméras silencieuses. On entendit des pas lourds courir dans le couloir. Des voix d'hommes. La sécurité. Il faut qu'on sorte, vite. Dis-je. Nous courûmes vers l'autre issue, celle qui menait vers la chaufferie. Derrière nous, la porte du stock s'ouvrit avec fracas. Là-bas. Arrêtez-les. C'était la voix du chef de la sécurité. Nous dévalâmes les escaliers métalliques. Mon cœur battait dans mes tempes. J'avais les preuves dans ma poche, l'échantillon de poudre dans la main de Basile. Si nous étions pris maintenant, il détruirait tout. Il dirait que nous avons saboté l'usine. Par ici. Basile ouvrit une trappe de maintenance. Nous nous glissâmes dans un tunnel de câblage étroit, rampant dans la poussière alors que les faisceaux des lampes torchées balayaient l'espace au-dessus de nos têtes. Nous avons rampé pendant ce qui m'a semblé être une éternité, jusqu'à sortir dans les broussailles derrière le parking. Nous étions couverts de suie, haletants, terrifiés. Mais nous étions vivants. Et nous avions l'arme du crime. De retour dans ma chambre d'hôtel, je n'ai pas dormi. Basile était rentré chez lui avec la consigne de ne parler à personne et de se présenter directement à la réunion du lendemain. Je regardais les 2 fioles posées sur ma table de nuit. L'une contenait le vrai médicament, que j'avais pris dans le stock officiel, l'autre contenait le mélange mortel. Assise sur le bord du lit, je regardais les lumières de la ville se refléter dans le Rhône. Une tristesse infinie m'envahit. Ce n'était pas seulement une entreprise que j'allais détruire demain. C'était l'œuvre de la vie de mon grand-père. C'était le nom, Rochefort, que ma mère avait porté avec fierté. C'était mon père, cet homme faible mais qui, autrefois, m'avait appris à faire du vélo dans ce même parking. Si je révélais tout, mon père serait ruiné. Peut-être même inculpé pour négligence. L'opprobre s'abattrait sur notre nom pour des générations. Était-ce vraiment ce que je voulais? N'y avait-il pas un autre moyen? Une démission forcée d'Élodie? Un remboursement discret? Mon téléphone sonna. Un numéro masqué. Je décrochai. Gwenaël? C'est Ghislaine. Sa voix n'était plus arrogante. Elle était tremblante, rauque. Je sais que tu es allée à l'usine ce soir. La sécurité m'a appelé. Alors tu sais que c'est fini, Ghislaine. Écoute-moi. Je t'en supplie. Ton père, il ne sait pas pour le talc. Il ne sait rien. C'était l'idée d'Élodie. Elle avait des dettes énormes, des gens dangereux à ses trousses. J'ai voulu l'aider. Je suis une mère, Gwenaël. Tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas d'enfant. On voulait juste rembourser, et après on aurait remis la formule correcte. Vous avez joué à la roulette russe avec la vie des soldats, Ghislaine. Si tu parles, ton père fera une crise cardiaque. Il ne survivra pas à la honte. Tu veux être celle qui a tué son propre père? On peut s'arranger. Je te donne mes parts. Je te donne la maison. Prends tout. Mais ne détruis pas la famille publiquement. Le chantage affectif. L'arme ultime des manipulateurs.
Pendant une seconde, j'ai hésité. L'image de mon père s'effondrant me hantait. Puis, je repensai à Basile, tremblant de peur mais agissant par courage. Je repensai au général Lazare, qui me faisait confiance. Et je repensai à cette phrase de ma mère, qu'elle me répétait quand j'étais petite, « La vérité est comme un médicament, ma chérie. Elle a souvent un goût amer, mais c'est la seule chose qui guérit. » Le père que je connaissais est mort le jour où il t'a laissé me mettre à la porte, dis-je froidement. Celui qui reste devra assumer ses choix. Adieu, Ghislaine. Je raccrochai. Mes mains ne tremblaient plus. J'avais fait mon deuil. Demain, je ne serai pas la fille bourreau. Je serai le chirurgien qui ampute un membre gangrené pour sauver le corps. 8h30, la grande salle de conférence de Rochefort-Bio offrait une vue panoramique sur les Alpes au loin. Mais personne ne regardait le paysage. L'air était si tendu qu'on aurait pu le couper au couteau. D'un côté de la longue table en verre, le général Lazare, 2 colonels et des avocats du ministère. Visage fermé. De l'autre, mon père, Amaury, essayant de paraître confiant malgré ses cernes violets. Ghislaine, cachée derrière des lunettes noires, silencieuse comme une tombe. Élodie, fébrile, tapotant frénétiquement sur sa tablette. Et moi, debout au bout de la table, devant l'écran de projection éteint. Bien, commença le général Lazare. Nous avons peu de temps. L'audit a commencé hier. Madame Rochefort, quelles sont vos conclusions préliminaires? Peut-on signer ce contrat? Élodie se leva brusquement avant que je puisse parler. Mon général, si je peux me permettre. L'inspection d'hier s'est très bien passée. Quelques soucis mineurs de paperasse, mais la qualité est au rendez-vous. Nous sommes prêts à lancer la production de masse dès aujourd'hui. Elle me lança un regard de défi, un regard qui disait « Ose parler et je t'entraîne dans ma chute ». Je ne la regardais même pas. Je posai ma mallette sur la table. Le claquement des loquets résonna comme 2 coups de feu. Mon général, dis-je. Je ne vais pas vous montrer des graphiques ou des tableurs Excel. Je vais vous montrer la réalité. J'ouvris la mallette. Je sortis les 2 fioles que j'avais préparées. Je les posai au centre de la table. Fiole A, l'échantillon de référence que vous avez testé il y a 6 mois. Pureté, 99,8%. Fiole B, l'échantillon prélevé cette nuit même, dans le stock caché de l'usine. Pureté, 58%. Un murmure parcourut la salle. Amaury fronça les sourcils. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Le reste, continuai-je implacablement, c'est du talc et de l'amidon. C'est faux. Hurla Élodie. Elle ment. Elle a trafiqué les échantillons. Elle est jalouse. Je sortis alors mon téléphone. Je le connectai au système audio de la salle. J'appuyai sur lecture. La voix d'Élodie, claire et distincte, remplit l'espace. On a juste eu quelques soucis d'approvisionnement. Si on veut marger, il faut être malin. Papa veut que tu aies ça. C'est un acompte. Il y a 50 000 €. Le visage d'Élodie passa du rouge au gris cendre. Elle s'effondra sur sa chaise comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Ghislaine ferma les yeux, vaincue. Amaury se leva lentement, tremblant de tout son corps. Il regarda sa femme, puis sa fille cadette. Vous avez fait quoi? Elles ont volé environ 5 millions d'euros, papa, dis-je doucement. Et elles allaient envoyer de la poudre de perlimpinpin à nos soldats en Afghanistan. Le général Lazare se leva. Sa chaise tomba en arrière avec fracas. Il était rouge de colère, une colère froide et terrifiante de militaire. C'est de la haute trahison, dit-il d'une voix basse. Il fit un signe à ses colonels. Appelez la gendarmerie. Bloquez toutes les issues. Personne ne sort d'ici. Le contrat est annulé. Et je vais personnellement m'assurer que les responsables finissent derrière les barreaux pour très, très longtemps. Il se tourna vers moi. Son expression s'adoucit légèrement. Madame la directrice. Merci. Vous avez sauvé des vies aujourd'hui. C'est le seul acte honorable que j'ai vu dans cette famille. Les heures qui ont suivi furent un chaos flou.
Les gyrophares bleus de la gendarmerie inondèrent le parking. Les employés, choqués, regardaient par les fenêtres. J'ai vu Élodie sortir menottée, hurlant, ses talons au raclant le bitume, son maquillage coulant sur son visage déformé par la haine. Elle me crachait des insultes, jurant qu'elle se vengerait, qu'elle dirait que j'étais complice. Mais personne ne l'écoutait. J'ai vu Ghislaine, digne jusqu'au bout dans sa méchanceté, refuser de parler aux officiers sans son avocat, mais son regard, quand elle a croisé le mien, était celui d'une bête traquée qui sait qu'elle a perdu la partie. Et puis, il y a eu mon père. Il n'a pas été arrêté. L'enquête préliminaire, et mes propres preuves, montraient qu'il avait été écarté des décisions opérationnelles par sa femme et sa fille. Il était coupable de négligence, d'aveuglement, de faiblesse, mais pas de fraude active. Je l'ai trouvé assis sur un banc en béton, devant l'entrée de l'usine, alors que les scellés étaient posés sur les portes. Il regardait le vide. Il avait l'air d'un vieillard. L'homme puissant qui dirigeait Lyon avait disparu. Je m'approchai et m'assis à côté de lui. Nous restâmes silencieux un long moment. Je ne savais pas, finit-il par murmurer. Je te jure, Gwen. Je ne savais pas pour le médicament. Je sais, papa. C'est pour ça que tu es encore libre. Il tourna la tête vers moi. Des larmes coulaient sur ses joues ridées. J'ai tout raté, n'est-ce pas? J'ai choisi la mauvaise femme. J'ai gâté la mauvaise fille. Et j'ai chassé la seule qui avait de la valeur. C'était la première fois en 34 ans qu'il admettait une erreur. C'était trop tard pour réparer notre relation, trop tard pour effacer les blessures, mais c'était suffisant pour apaiser ma colère. Tu as construit tout ça, dit-il en désignant l'usine d'un geste vague. Et maintenant, c'est fini. Rochefort est mort. Non, dis-je. Rochefort va changer. Le ministère va nommer un administrateur provisoire. J'ai recommandé Basile pour la direction technique. Il est jeune, mais il est intègre. L'entreprise survivra, mais elle devra être purifiée. Plus de mensonges. Plus de magouilles. Il hocha la tête, résigné. Et toi? Tu vas rester? Tu pourrais prendre la direction. C'est ton droit. Je secouai la tête. Je regardais ma Peugeot de location garée un peu plus loin. Non, papa. Ma vie est à Paris. Mon travail est de traquer les gens comme Ghislaine, pas de gérer leur héritage. Je t'ai sauvé de la prison, c'est mon dernier cadeau de fille. Maintenant, tu dois te débrouiller seul. Je me levai. Il tenta de me retenir par la manche, un geste maladroit. Gwen? Pardonne-moi. Je le regardai une dernière fois. Je ne ressentais plus de haine. Juste une immense pitié. Je te pardonne, papa. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite d'être en paix. Je marchai vers ma voiture sans me retourner. Le vent s'était levé, chassant les nuages. Le soleil perçait enfin. Le retour vers Paris fut bien différent de l'aller. La pluie avait cessé. Je roulais vitres ouvertes, laissant l'air frais nettoyer mes poumons de l'odeur de renfermé de ce manoir et de cette usine. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des notifications de presse, scandale sanitaire à Lyon, la famille Rochefort arrêtée, le ministère de la Défense évite le pire grâce à une inspection surprise. Mon nom n'était pas cité, et c'était mieux ainsi. Je n'avais pas fait ça pour la gloire. J'ai fait une halte sur une aire d'autoroute, quelque part en Bourgogne. J'ai acheté un café mauvais et un sandwich triangle, mais cela m'a semblé être le meilleur repas de ma vie. C'était le goût de la liberté. J'ai repensé à cette soirée, au plateau d'argent, au regard méprisant de ma belle-mère. C'était étrange, mais je devais presque la remercier. Sans sa cruauté, sans cette ultime humiliation, je n'aurais peut-être jamais eu le courage d'aller jusqu'au bout. Elle avait voulu me briser, elle m'avait forgé. J'ai sorti mon carnet de notes. Sur la première page, j'avais écrit il y a longtemps, un jour, ils verront qui je suis. J'ai barré cette phrase. En dessous, j'ai écrit, je sais qui je suis. Et c'est suffisant. Basile m'a envoyé un message, merci, madame. L'usine est sous séquestre, mais on va garder les emplois. On va tout reconstruire. Vous êtes notre héroïne. J'ai souri.
Je n'étais pas une héroïne. J'étais juste une femme qui avait refusé de servir le champagne quand elle était née pour servir la justice. J'ai repris la route. Paris m'attendait. Mon petit appartement, mes livres, mon chat, mon travail exigeant mais honnête. Je n'avais pas les diamants d'Élodie, ni les villas de Ghislaine. Mais ce soir, je dormirai du sommeil du juste. Et ça n'a pas de prix. Voilà, c'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché. Parfois, la famille est l'endroit où l'on souffre le plus, mais c'est aussi l'épreuve qui nous révèle à nous-mêmes. Si vous avez aimé cette histoire de justice et de résilience, s'il vous plaît, laissez un « j'aime » sur la vidéo, c'est très important pour moi. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà réussi à prendre votre revanche sur quelqu'un qui vous a sous-estimé? Je veux lire vos victoires. Abonnez-vous pour d'autres histoires incroyables. À bientôt.